En 1928, un homme a trouvé une montre dans une brocante. 3 jours après l'avoir portée, il s'est jeté d'un pont. Sans explication, sans lettre, juste une montre qui continuait à tourner, même après sa mort. Le marché aux puces de Saint-Ouen, le plus grand d'Europe, 15 hectares d'antiquités, de souvenirs, de trésors oubliés. Chaque week-end, des milliers de personnes y cherchent la bonne affaire. Mais il y a des stands que les habitués évitent, des objets que les brocanteurs reconnaissent au premier regard, des choses qui changent de main trop souvent, parce qu'elles reviennent toujours. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires, 3 objets achetés à Saint-Ouen, 3 personnes qui pensaient avoir fait une affaire. Aucune d'entre elles ne dort tranquille aujourd'hui. Si vous avez déjà acheté quelque chose dans une brocante, si vous l'avez ramené chez vous sans poser de questions, vous devriez peut-être vérifier d'où ça vient. Élise Moreau était architecte d'intérieur. Elle cherchait un miroir ancien pour son appartement dans le Marais. Quelque chose d'authentique, avec de l'histoire. Un samedi de novembre 1973, elle se rend à Saint-Ouen. Elle connaît bien le marché, elle y vient plusieurs fois par mois. Mais ce jour-là, elle emprunte une allée qu'elle n'avait jamais vue. Une allée étroite, sombre, entre 2 rangées de stands fermés. Au fond, un vieil homme assis derrière une table couverte de poussière. Il ne lève pas les yeux quand elle s'approche. Il reste immobile, les mains croisées sur ses genoux. Et derrière lui, appuyé contre le mur, un miroir ovale dans un cadre de bois sculpté. Des roses et des épines entrelacées. Le verre légèrement terni, comme voilé par une brume figée. Élise s'approche. Le miroir est magnifique, étrange aussi. Quelque chose dans le reflet lui semble décalé. « Combien ?» demande-t-elle. Le vieil homme la fixe longtemps avant de répondre. Ses yeux, d'un bleu délavé, presque transparent. « 50 €, dit-il d'une voix rauque, « mais je dois vous prévenir. » Élise attend. Ce miroir vient de l'Hôtel des Ombres, chambre 9. Il n'a jamais dû en sortir. Élise sourit. Elle pense qu'il joue un rôle, qu'il essaie de rendre l'objet plus mystérieux. Elle paie comptant et repart avec le miroir sous le bras. Les 3 premières nuits, rien. Elle accroche le miroir dans sa chambre, face à son lit. Elle le trouve élégant, parfait pour son appartement minimaliste. Elle se regarde dedans chaque matin en s'habillant. Mais la 4e nuit, elle se réveille. 3 heures du matin. Pas de bruit, pas de cauchemar, juste une sensation étrange, comme si quelqu'un la regardait. Elle allume la lampe de chevet et fixe le miroir. Son reflet est là, comme d'habitude, mais quelque chose ne va pas. Le reflet cligne des yeux, 1 seconde après elle. Élise secoue la tête, se frotte les yeux. Elle est fatiguée, c'est tout. Elle éteint la lumière et se recouche. Mais elle ne dort pas. Elle reste les yeux ouverts, fixant le plafond.
Et dans le miroir, même dans le noir, elle jure voir deux petits points bleus qui la regardent. Le lendemain soir, elle vérifie. Elle se met devant le miroir et lève la main droite. Le reflet lève la main droite aussi, normal. Elle sourit. Le reflet ne sourit pas. Élise recule d'un pas, son cœur bat plus vite. Elle se penche vers le miroir, scrute son propre visage. Et là, elle le voit. Les yeux du reflet. Ils ne sont pas brunes comme les siens, ils sont bleus, d'un bleu délavé, presque transparent, comme ceux du vieil homme. Élise arrache le miroir du mur. Elle le retourne, le couvre d'un drap, le jette dans le placard. Elle ferme la porte à clé et pousse une chaise contre. Cette nuit-là, elle entend des bruits, des grattements, comme des ongles sur du verre, et une voix, faible, étouffée, qui murmure son prénom. « Élise, Élise, laisse-moi sortir. » Au matin, elle retourne au marché. Elle cherche l'allée sombre, le stand du vieil homme. Elle marche pendant des heures, elle demande aux autres brocanteurs. Personne ne connaît un vieil homme aux yeux bleus. Personne n'a vu le stand qu'elle décrit. L'allée n'existe pas. Paniquée, Élise fait des recherches. Elle découvre que l'Hôtel des Ombres était un petit établissement parisien fermé en 1974. Dans la chambre 9, une femme s'est suicidée. Elle s'est pendue face au miroir. On dit que ses dernières paroles ont été « Je vois quelqu'un d'autre dans le reflet ». On dit que ses yeux étaient grands ouverts quand on l'a trouvée et qu'ils étaient devenus bleus alors qu'ils étaient brunes de son vivant. Élise finit par briser le miroir. Elle le fracasse avec un marteau dans son parking en pleine nuit. Les éclats de verre se dispersent sur le sol. Elle rentre chez elle, épuisée, soulagée. Mais ce soir-là, en passant devant la vitrine d'un magasin, elle voit son reflet. Et son reflet a les yeux bleus. Depuis, Élise évite les miroirs. Elle a couvert tous ceux de son appartement. Elle ne se regarde plus. Parce qu'à chaque fois qu'elle le fait, elle voit quelqu'un d'autre la regarder en retour. Quelqu'un qui sourit. Quelqu'un qui attend. Et parfois, la nuit, elle entend encore la voix. « Bientôt, Élise, bientôt tu vas me laisser entrer. » Marc et Juliette cherchaient un cadeau pour leur fille Léa, quelque chose d'unique, d'ancien, avec une âme. Léa avait 6 ans et adorait les vieilles poupées de porcelaine. Au marché de Saint-Ouen, en mars 1955, il trouve ce qu'il cherche. Une poupée magnifique dans une vitrine poussiéreuse. Cheveux bruns bouclés, robe de dentelle blanche, yeux de verre bleu azur. La vendeuse leur dit qu'elle date des années 1920, qu'elle appartenait à une famille aristocratique, qu'elle a été fabriquée à la main par un artisan de Limoges. 80 €. Marc paie sans hésiter. Quand il rentre chez eux et donne la poupée à Léa, sa réaction les surprend. Elle ne sourit pas, elle ne dit pas merci. Elle fixe juste la poupée, immobile, pendant une longue minute. Puis, elle murmure. Elle s'appelle Mathilde. « Comment tu le sais ?» demande Juliette. « C'est elle qui me l'a dit. » Marc et Juliette échangent un regard amusé. Les enfants ont une imagination débordante, c'est normal.
Pendant 2 semaines, tout semble aller bien. Léa joue avec Mathilde tous les jours. Elle lui parle, la promène dans la maison, dort avec elle. Mais elle devient de plus en plus silencieuse. Elle refuse de jouer avec ses autres jouets. Elle passe des heures assise dans sa chambre, face à la poupée, juste à la regarder. Un soir, Juliette entre dans la chambre et trouve Léa assise par terre dans le noir. « Pourquoi tu n'allumes pas la lumière, chérie ?» Mathilde n'aime pas la lumière. Juliette allume quand même. Et là, elle voit quelque chose qui la glace. La poupée n'est plus à la même place. Ce matin, elle était sur l'étagère. Maintenant, elle est assise sur le lit, les jambes pendantes. Exactement comme une vraie petite fille. « C'est toi qui l'as mis là ?» Léa secoue la tête. Elle s'est assise toute seule. Elle voulait mieux me voir. Cette nuit-là, Juliette ne dort pas. Elle reste allongée, les yeux ouverts, l'oreille tendue. Et vers 3 heures du matin, elle entend quelque chose. Une voix d'enfant qui chante. Elle se lève, marche jusqu'à la chambre de Léa. La porte est entr'ouverte. À l'intérieur, Léa dort profondément. Mais la voix continue. Une berceuse en français ancien, dans un dialecte qu'elle ne reconnaît pas. Et la voix ne vient pas de Léa, elle vient de la poupée. Juliette allume la lumière, la chanson s'arrête net. Léa se réveille en sursaut et se met à pleurer. « Tu l'as fâché, tu l'as fâché !» Le lendemain, Marc et Juliette décident d'agir. Ils attendent que Léa parte à l'école et retirent la poupée de la chambre. Ils la mettent dans le grenier, dans une vieille malle qu'ils ferment à clé. Quand Léa rentre de l'école et découvre que Mathilde a disparu, elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle sourit. « Elle va revenir, dit-elle calmement, elle me l'a promis. » Cette nuit-là, Marc vérifie le grenier avant de se coucher. La malle est toujours fermée à clé. Il redescend, rassuré. Mais à 3 heures du matin, Juliette le secoue pour le réveiller. Écoute, la chanson, la même berceuse qui vient de la chambre de Léa. Il se précipite dans le couloir et ouvre la porte. Léa dort, et sur son lit, assise à côté d'elle, Mathilde. Marc monte au grenier en courant. La malle est toujours fermée. Il l'ouvre. Vide. Il redescend et saisit la poupée. Elle est froide, rigide, inerte. Mais quand il la regarde, il jure que les yeux de verre bougent, qu'ils le suivent quand il se déplace. « On s'en débarrasse, dit-il, ce soir. » Il roule jusqu'à une décharge à 50 km de Paris. Marc jette la poupée dans un conteneur à ordures. Ils repartent sans se retourner. Pendant 3 jours, tout redevient normal. Léa arrête de murmurer dans son sommeil. Elle recommence à jouer avec ses autres jouets. Elle sourit à nouveau. Et puis, le 4e jour, un colis arrive. Pas d'adresse d'expéditeur, juste leur nom sur l'étiquette. Marc l'ouvre. À l'intérieur, soigneusement emballé dans du papier de soie, Mathilde, avec une petite carte épinglée sur sa robe. On ne se débarrasse pas de la famille. Marc et Juliette ont déménagé 3 mois plus tard. Ils ont tout vendu, tout laissé derrière eux. La poupée aussi. Ils l'ont abandonnée dans l'appartement vide. Mais Léa, maintenant âgée de 9 ans, continue de se réveiller la nuit, continue de chanter la berceuse, avec les mêmes mots en français ancien. Et parfois, quand personne ne regarde, elle sourit.
à quelque chose que personne d'autre ne voit. Et elle murmure, « Oui, Mathilde, je sais, tu es toujours là. » Thomas Girard était antiquaire depuis 20 ans. Il connaissait la valeur des objets, leur histoire, leur provenance. Il savait reconnaître une bonne affaire. En janvier 1928, il achète une collection lors d'une vente aux enchères, des bijoux, des montres, des médailles militaires. Parmi eux, une montre à gousset en argent. Gravée sur le boîtier, une inscription en latin « Tempus edax rerum ». Le temps dévore tout. Thomas l'examine. Travail français, probablement fin 19e siècle. Belle pièce, bien conservée. Le mécanisme est cassé, elle ne fonctionne plus. Il la nettoie, la polit, la met en vente dans son stand à Saint-Ouen. Prix 250 €. Pendant des mois, elle reste dans la vitrine. Les clients la regardent, la prennent en main, mais personne ne l'achète. Il y a quelque chose dans cette montre qui les met mal à l'aise, quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Puis, un dimanche de septembre, un homme entre dans le stand. La quarantaine, costume sombre, visage émincié. Il regarde la montre sans un mot pendant une longue minute. « Elle marche ?» demande-t-il enfin. « Non », répond Thomas, « le mécanisme est bloqué depuis des années. » L'homme hoche la tête. « Je la prends. » Il paie comptant, 200 €, sans négocier. Il glisse la montre dans sa poche et part sans dire au revoir. Thomas pense que c'est une bonne vente, une pièce difficile à vendre, enfin partie. 3 jours plus tard, la police l'appelle. L'homme qui a acheté la montre s'est jeté sous un train, à la station Châtelet, en pleine heure de pointe. Aucune explication, aucune note, aucun signe avant-coureur. Et dans sa poche, la montre, qui fonctionnait. Les aiguilles tournaient, régulières, précises, comme si elle n'avait jamais été cassée. La police rend la montre à Thomas comme pièce à conviction non pertinente. Il la range dans son coffre, mal à l'aise. Mais il ne peut pas se résoudre à la jeter. C'est une belle pièce, elle vaut de l'argent. 1 mois plus tard, un collectionneur la repère dans sa vitrine. Un homme d'une 60aine d'années, passionné d'horlogerie ancienne. Il paie 300 €. 2 semaines après, Thomas apprend sa mort, crise cardiaque, dans son sommeil. La montre est revenue. Un membre de sa famille l'a rapportée au stand, pensant que Thomas voudrait la racheter. Thomas refuse, il dit qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec cette montre. Mais la femme la laisse quand même sur le comptoir et part. C'était dans ses affaires, il la portait tous les jours, elle lui a porté chance, il disait. Thomas regarde la montre. Elle fonctionne toujours, les aiguilles tournent. Il la range dans le coffre et jure de ne plus jamais la vendre. Mais les clients la voient, ils demandent à la voir. Et Thomas, parce qu'il est commerçant, parce qu'il a besoin de vendre, finit par céder. Une jeune femme de 30 ans, accident de voiture 1 semaine plus tard, la montre dans son sac. Un retraité de 70 ans, overdose de médicaments, la montre sur sa table de nuit. Un étudiant de 22 ans, noyade dans la Seine, la montre dans sa poche, encore fonctionnelle sous l'eau. À chaque fois, la montre revient.
rapportée par un proche, retrouvée par la police, renvoyée par la poste. Et à chaque fois, elle fonctionne. Thomas finit par comprendre. Cette montre ne mesure pas l'heure, elle mesure le temps qu'il vous reste. Et quand les aiguilles atteignent minuit, votre temps est écoulé. Thomas décide de la détruire. Il la porte dans une fonderie. Il la regarde fondre dans le métal en fusion, se dissolve, disparaître. Pendant 2 semaines, il dort enfin tranquille. Et puis, un matin, en ouvrant son stand, il la voit. Sur le comptoir, exactement là où il la range d'habitude, intacte, fonctionnelle, comme si rien ne s'était passé. Thomas ne vend plus d'antiquités. Il a fermé son stand en novembre 1928. Il refuse de parler de la montre. Mais il y a des rumeurs. Des gens disent qu'ils l'ont vue dans d'autres stands du marché, chez d'autres brocanteurs. Toujours à vendre, toujours en mouvement. Et si vous la voyez, si vous la tenez dans votre main, si vous entendez le tic-tac régulier du mécanisme, vérifiez l'heure qu'elle indique, parce que ce n'est pas l'heure qu'il est, c'est l'heure qu'il vous reste. Et quand les aiguilles commencent à tourner plus vite, quand elles accélèrent de plus en plus vite, quand elles se rapprochent de minuit, il est déjà trop tard. 3 objets, 3 histoires, 3 vies détruites. Le marché aux puces de Saint-Ouen ouvre chaque week-end. Des milliers de personnes y cherchent des trésors. La plupart repartent avec des souvenirs sans importance. Mais certains objets ne sont pas là par hasard. Ils attendent quelqu'un qui ne posera pas de questions, quelqu'un qui pensera faire une bonne affaire, quelqu'un qui les ramènera chez lui. Et une fois qu'ils ont franchi votre porte, ils ne repartent jamais vraiment. Alors, la prochaine fois que vous achetez quelque chose dans une brocante, demandez-vous pourquoi c'est à vendre. Demandez-vous d'où ça vient. Demandez-vous qui l'a possédé avant vous. Et surtout, demandez-vous pourquoi le vendeur a l'air si soulagé de s'en débarrasser. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, si vous avez un objet chez vous qui vous met mal à l'aise, un objet qui semble vous regarder, racontez-le en commentaire. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre a vécu la même chose. Peut-être que vous n'êtes pas seul. Ou peut-être que vous l'êtes. Et maintenant, éteignez la lumière. Regardez autour de vous. Regardez les objets dans votre chambre. Celui que vous avez acheté il y a quelques mois, celui dont vous ne vous souvenez même plus de la provenance. Il est là, dans le coin, immobile. Mais êtes-vous vraiment sûr qu'il était à cette place ce matin ?